configuration comme celle de Flavigny doit se juger non pas par les éléments dispersés, mais par l'ensemble. Il est assez rare de trouver une cité qui possède encore tous ses attributs, c'est-à-dire un site, des remparts, ses portes. Flavigny est complet de ce côté-là. Et à l'intérieur, on a un échelonnement de bâtiments qui vont, on va dire, du début du XIIIe siècle à nos jours. Et quand je dis à nos jours, c'est plutôt à la fin du XIXe, parce qu'au cours du XXe, dans la cité, il y a eu quelques constructions, mais elles se sont faites, disons, discrètes, on va dire. Le côté historique médiéval de Flavigny était quand même très célèbre au XIXe siècle, bien avant qu'on ait des soucis de préservation, je dirais, de maisons civiles. L'église a été très tôt classée au monument historique par Prosper Mérimée lui-même, donc c'était une reconnaissance déjà à l'époque. Hein. Cette église a été l'église de village depuis le XIe siècle. Et elle s'est trouvée être l'église paroissiale parce qu'auparavant, il n'y avait qu'une seule église dans la cité, c'était pas le village, hein, la cité, c'était l'église abbatiale, celle de l'abbaye Saint-Pierre, là où se trouve maintenant la fabrique d'Anny. Et puis, la cité de Flavigny a grandi en importance, par l'entremise de l'abbaye, bien sûr, mais cette importance a fait que Flavigny a été désigné comme chef-lieu d'une circonscription ecclésiastique très importante. Et cette circonscription comprenait 75 paroisses. Bon, l'église avait une grande fréquentation, bien évidemment, du fait de la population de Flavigny, parce qu'il faut savoir qu'au Moyen-Âge, il y a eu jusqu'à 1900 pratiquement 2000 personnes. Après, ça a décliné assez vite. Le déclin absolu de Flavigny, c'est après 1876, lorsque le phylloxéra a envahi justement la vigne. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait quand même 428 hectares de vignes à Flavigny, donc une richesse absolue. Le père abbé, enfin le seigneur abbé justement qui dirigeait à l'époque l'abbaye Saint-Pierre, hein, où étaient oui, il y avait environ 320 moines, donc 80 moines de chœur, donc avait le droit de ban vin, c'est-à-dire le droit de ban vin, il pouvait vendre son vin avant tout le monde. Ça veut dire qu'il en faisait le cours, il pouvait s'enrichir. Le XIe siècle, c'était en quelque sorte l'apogée de l'abbaye, hein, qui avait été fondée en 719, je vous le rappelle. C'est pas d'hier. Et cet abbé avait à l'époque un collège de moines très important et était attaché à faire de belles cérémonies. Et il était agacé de voir ces belles cérémonies troublées par une partie de la population qui n'était pas très sensible à cet aspect, on va dire, protocolaire. Et donc, l'abbaye possédait à cet endroit un baptistère. L'abbé a proposé aux Flaviniens, aux habitants qui n'étaient pas vraiment de l'abbaye, d'en faire leur église. Ça, d'ailleurs, semblait satisfaire à peu près tout le monde, et les habitants étaient heureux de disposer de leur lieu à eux-mêmes. Et c'est au XIIIe siècle, essentiellement, que l'on va construire l'église que l'on voit aujourd'hui, hein, qui est une église plutôt urbaine, on pourrait dire, puisqu'elle était plus haute, plus élancée, et le sol était également plus bas. Et donc c'est une église qui ne s'étale pas, car l'emplacement sans doute était limité. On est sur l'emplacement de l'église précédente. Et puis entre-temps, les maisons se sont agglutinées, se sont construites tout autour. Et donc on va construire en hauteur. Et également, on va utiliser, ce qui est tout à fait particulier ici, ce sont des tribunes qui permettent de doubler la surface de l'église. Les habitants ont donc, avec leurs faibles moyens, fait une église à 2 niveaux, profitant d'une tour avec des escaliers qui se situaient à l'entrée de leur future église. Le lieu, petit à petit, qui est devenu le centre moral de la cité, c'était l'église paroissiale, plus que l'église abbatiale.
Et en même temps, ce que j'évoquais, c'est la qualité de la sculpture. Donc on voit sculpture et peinture, puisqu'on a pu découvrir à plusieurs endroits que cette église était peinte. Donc la qualité des sculptures et des peintures montre qu'on a affaire à de grands ateliers du XIIIe siècle. Probablement aussi les mêmes qui, pour un certain nombre de maisons de grande élite ou de seigneurs dans Flavigny, ont réalisé aussi ces ouvertures, ces baies géminées qu'on peut admirer dans certaines rues, et en particulier dans ce qu'on appelle le logement du bailli de l'Ossois. Et puis plus tard, donc au XVe siècle, un autre moment important, c'est là où intervient Quentin Ménard, qui est un précepteur des ducs de Bourgogne, qui a une demeure ici et qui va fonder aussi la Société des chapelains de Saint-Genès, qui joue un rôle pour l'accueil, l'hospice à l'entrée du village, l'hospice Saint-Jacques, qui va entretenir aussi des pauvres et des malades. Et donc ce Quentin Ménard, qui finira archevêque de Besançon, eh bien visiblement il est bien vu des ducs de Bourgogne. Il a quelques moyens à sa disposition et c'est lui qui va agrandir l'église vers l'est, refaire le chevet et puis un certain nombre de décors qu'on a dans cette église, en particulier toute la partie orientale du sanctuaire avec les stalles qui sont tout à fait exceptionnelles. La venue de beaucoup de pèlerins, ça permettait de développer le commerce. C'est un lieu, un bourg, même une petite ville à la fin de l'époque médiévale, Flavigny, où on avait des halles, on avait des marchés et même des foires qui pouvaient amener des marchands venant d'assez loin. Et donc ça participe un peu effectivement de la venue de pèlerins et la tenue de processions de grandes messes, un peu à cette activité, à ce dynamisme au sein du village. À la fin du XVIe siècle, et par la suite, un certain nombre de particuliers, de seigneurs locaux vont aménager des chapelles et offrir donc des œuvres, des statues dans cette église. C'est ce qui fait la richesse aussi de cet ensemble-là. Au départ, évidemment, cette chapelle, c'est avant tout pour les réalisations de messes en l'honneur des défunts, des familles. Mais en même temps, du point de vue visuel, ce qui est important, c'est se distinguer, et c'est ce qui fait la particularité de ces chapelles entre les piliers, ce qu'on trouve dans d'autres constructions, mais plutôt des cathédrales, comme à Autun par exemple. À la Révolution, une grande question s'est posée, parce que vous savez qu'il y a eu la vente des biens nationaux, enfin d'abord la saisie, puis la vente. L'église abbatiale devenant libre, en quelque sorte, les moines chassés de leur abbaye, la question s'est posée de savoir si on allait conserver l'église paroissiale ou la transférer à l'église abbatiale, qui était plus prestigieuse, plus vaste, etc. Le sujet a été en balance assez longtemps, plusieurs années, pendant la période révolutionnaire. Finalement, pour des raisons assez compliquées, c'est l'église paroissiale qui a été retenue et qui est devenue, après de manière incontestée, le centre de la cité. Il y a au XVIIIe siècle un moment évidemment un peu difficile pour cette église, puisque la partie occidentale est frappée par la foudre au XVIIIe siècle, elle s'écroule et on va reconstruire la façade qui aujourd'hui, on le dit souvent, assez austère, d'ailleurs qui ne donne pas idée de l'extérieur de la richesse de ce qu'on découvre quand on ouvre la porte. On a souvent rêvé d'ailleurs de pouvoir fouiller la place, parce qu'on dit dans les sources de l'époque que on a remblayé la place devant l'église des éléments de la façade d'origine. Et c'est vrai que cette façade, on aimerait bien la connaître. Est-ce qu'il y avait, comme certains ont supposé, 2 étages, un porche qui aurait aussi ouvert l'idée de ces tribunes? Je n'en suis pas sûr, mais en tout cas, il aurait été intéressant, effectivement, il serait intéressant un jour de voir ce qu'il en est sous la place. Et ensuite, c'est le XIXe siècle, où là, un état sanitaire qui se dégradera au fur et à mesure du XXe siècle. Et on en est là. Le 19e, 1876, hop, et là, tout s'est arrêté. Donc ça veut dire qu'il y a eu 2 phénomènes. Il y a eu ce phylloxéra et il y a eu aussi, après, évidemment, l'arrivée du PLM, du Paris-Lyon-Marseille, où la ligne de chemin de fer devait passer dans la vallée de Flavigny. Et là, les gens de Flavigny se sont posés. Ils se sont dit, oh, le chemin de fer, hein, on ne sait pas ce que c'est, cette machine bruyante et infernale qui va passer sous notre colline, on n'en veut pas. Donc elle s'est déplacée dans la vallée
parallèle, plus loin, donc Venarey-les-Laumes. Et c'est Venarey-les-Laumes qui a récupéré l'apothicaire de Flavigny, l'huissier de justice, enfin tout le corps administratif, puisqu'on dit quand même, ça a perduré jusqu'en 1904, le chef-lieu de canton, ou 1902, peut-être que je me trompe de 2 années. Voilà. Et donc là, évidemment, la population a fondu comme neige au soleil. Il est urgent aujourd'hui d'assurer la restauration de cette église pour pouvoir la transmettre à nos successeurs, car une fois de plus, c'est une église tout à fait exceptionnelle, avec cette construction très épurée de l'époque gothique, du début du gothique, comme on peut le voir à Semur en Ossoin ou à Notre-Dame de Dijon, et puis toutes ces œuvres d'art qui l'accompagnent, il y en a près d'une centaine. C'est ce qui fait aussi le caractère exceptionnel de cette église de Saint-Genès de Flavigny.